Salam alaikum wa rahmatullah. Dans cette vidéo, c'est la suite du très rapide. Donc, on va voir maintenant, on va calculer la complexité du très rapide. Un premier cas, c'est le cas où, une fois on va partitionner le pivot, on va trouver sa position finale vraiment au juste milieu, c'est-à-dire n sur 2 éléments plus ou moins 1, bien sûr, n sur 2 éléments à la gauche et n sur 2 éléments à la droite, c'est-à-dire une partition balancée, c'est-à-dire vraiment au milieu. Donc ça, pour faire le calcul de la complexité de cette situation-là, bien sûr, c'est une situation idéale, c'est-à-dire à chaque fois qu'on va partitionner, on va trouver que le pivot doit se positionner au juste milieu. D'accord? Donc c'est idéal, mais bon, on va faire quand même le calcul. Donc dans ce cas-là, il y a un θ n, ou là un grand taux de n si vous voulez, mais c'est plus précisément c'est un θ n. Un θ n pour partitionner, d'accord? Et puis, le temps de faire le problème pour cette partie-là et cette partie qui est à droite. Donc, en fin de compte, la formule, c'est celle-ci. T de n éléments, d'accord? C'est T de n sur 2 ici, bien sûr, plus ou moins un élément, c'est pas grave, plus T n sur 2 ici, d'accord? Plus le traitement, ça c'est le temps de traitement de la partition, c'est-à-dire pour mettre le pivot à sa position actuelle qui est n sur 2. D'accord? Donc ça nous rappelle la formule de tri par fusion. Donc vous pouvez voir la vidéo de tri par fusion lorsqu'on a calculé la complexité. D'accord? C'est exactement la même parce que le θn du tri par fusion, c'était le temps d'aller et revenir vers la partie auxiliaire ou le tableau auxiliaire. D'accord? Donc maintenant, le θn, c'est pour positionner le pivot à sa position finale, ou à sa place finale. Donc cette formule, c'est déjà vu. D'accord? C'est ce qu'on a déjà vu le tri par fusion. Et rappelez-vous que le temps qu'on avait trouvé, la complexité, c'est un grand taux de n log de n. D'accord? Donc pour ça, c'est, comme on a dit, c'est le meilleur des cas, c'est un cas idéal. Je ne pense pas qu'on va le trouver pour chaque situation. Le deuxième cas extrême, c'est le cas, le pire des cas, c'est-à-dire lorsque le tableau sera trié initialement, c'est-à-dire le pivot, c'est le dernier élément. Tous les éléments à traiter, ils sont inférieurs au pivot. D'accord? Et à chaque permutation, bien sûr, il faut permuter TI plus 1 et TJ. On va voir via un exemple, d'accord? C'est une partition d'un grand taux de n, bien sûr. C'est n-1 permutation, d'accord? On va illustrer par un exemple. Voilà, donc pour faire la permutation ici, le 15, c'est le pivot. Et ce qu'on va traiter le 1, il est inférieur au pivot. Rappelez-vous, lorsque l'élément à traiter est inférieur, on permute TI plus 1. Donc, I, ça commence à moins 1. I plus 1, c'est 0. Et J, ça commence à 0. Donc, on va permuter T0 avec T0. C'est-à-dire, avec lui-même, c'est du temps perdu. En fait, on ne va rien faire. D'accord? Mais, réellement, on va faire la permutation pour aucun résultat qui va changer la donne. D'accord? Voilà, donc on va laisser le 1 à sa place, mais à vrai dire, on l'a permuté avec lui-même. De même, l'élément suivant, d'accord, le 2, il est inférieur au 15, le pivot. Donc on va permuter le 2 avec le 2, c'est-à-dire T1 avec T1, T2 avec T2, et ainsi de suite, d'accord, pour les autres éléments. En fin de compte, on va trouver qu'on a fait autant de permutations, en fin de compte, pour laisser le tableau comme on l'a trouvé au début. D'accord? Et dans cette situation, pour faire le calcul, le temps du tri rapide lorsque le cas c'est n-1, c'est-à-dire le temps de trier ce tableau, c'est le temps de positionner le pivot, qui est le 15. En fin de compte, il va rester à sa place, d'accord? Mais après n-1 permutation. Donc, c'est un θ de n, d'accord? Donc, ça, c'est pour positionner le pivot. Et le reste à faire, c'est faire le même traitement d'une manière récursive, mais pour un tableau de taille n-1. D'accord? Donc, ici, on a juste remplacé θ de n par sa valeur, c'est-à-dire c'est une constante fois n, tout simplement. D'accord? Donc, d'une manière récursive, le t de n-1, c'est le t de n-2 plus θ de n-2 plus le cn, qui est t de n-2 plus c n-1 plus cn.
et ainsi de suite, petit à petit, jusqu'à ce qu'on construise la formule générale, d'accord? Donc, c'est t de 1 plus c, 1 plus ainsi de suite jusqu'à n. Donc, le t de 1, c'est 0 parce qu'un tableau de taille 1, on ne va rien faire, d'accord? Il est déjà trié. Et donc, dans ce cas, le pire des cas, la complexité du trait rapide, c'est une complexité n carré, d'accord, quadratique. Donc, vraiment, c'est pas fameux. Si on traite ces cas-là, c'est pas fameux. C'est-à-dire, c'est ce qu'on attendait. Le pire des cas, c'est exactement la complexité, si vous vous rappelez bien, du tri par insertion, et même le tri par insertion, lorsque le tableau est déjà trié, ça opère mieux que le tri rapide. D'accord? C'est mieux qu'un θ de n carré ou un grand taux de n carré. Voilà, donc dans le pire des cas, vraiment, ça ne vaut pas le coup de passer au tri rapide si le tableau il ressemble à un tableau déjà trié, donc c'est pas nécessaire de choisir le tri rapide. Maintenant, on a des questions, c'est que est-ce que le pire des cas se produit toujours? Et bien sûr, dans l'autre extrême, est-ce que le meilleur des cas aussi, ça se produit toujours? En général, intuitivement, non. D'accord? Voilà. Pour voir l'exemple, on va prendre une fonction g, d'accord, qui a en paramètre un, un entier p, d'accord? Et c'est quoi l'idée? L'idée, c'est on va faire l'appel à une fonction aléatoire, d'accord? Et on va générer un nombre aléatoire entre 0 et 1. Si ce nombre est inférieur à p, qui est en paramètre, si ce nombre est inférieur à p, bien sûr, le p doit être entre 0 et 1. Si ce nombre est inférieur à p, alors qu'est-ce qu'on fait? On rappelle la récursivité, c'est-à-dire retourner 1 plus g de p, ou la géante de p. Sinon, si c'est supérieur à p, d'accord, alors on retourne 1, c'est-à-dire on arrête. En fin de compte, qu'est-ce qu'elle va retourner la fonction géant ou la fonction g? Qu'est-ce qu'elle va retourner? Elle va retourner le nombre de fois qu'on a fait l'appel à la récursivité, tout simplement. On a fait appel à la fonction. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est une fonction qu'on peut implémenter par Python. D'ailleurs, on va voir le code Python de cette fonction-là. Mais avant de voir le code Python, la question c'est que d'abord, on remarque que la fonction, la probabilité de générer, puisqu'elle génère d'une manière aléatoire entre 0 et 1, mais d'une manière uniforme aussi, d'accord? C'est-à-dire, la probabilité de générer un nombre entre 0 et p, c'est vraiment p. Et bien sûr, par conséquent, la probabilité de générer supérieure à p est 1 moins p. D'accord? Voilà, donc ça c'est comme donnée. Question qu'on peut se poser, quelle est la complexité pire des cas dans cette situation-là? Vraiment le pire des cas. Donc si on va théoriquement, comme on a l'habitude de faire pour les autres fonctions jusqu'à présent, lorsqu'on calculait le pire des cas, c'est-à-dire vraiment le pire des cas, c'est-à-dire on suppose qu'il va se produire à chaque fois. Et si on suppose la même chose ici, on va trouver que théoriquement, il n'y a aucun inconvénient, aucun interdit de refaire la récursivité à chaque fois. C'est-à-dire, théoriquement, le pire des cas, c'est 1 plus l'infini. Ça, c'est théorique. D'accord? C'est-à-dire, personne ne peut nous empêcher de faire cette supposition. Pourquoi? Parce que vraiment, si jamais il y a une infinité de fois que l'appel à P aléatoire est inférieur à P, donc à chaque fois, on va réappeler la récursivité. D'accord? Mais pratiquement, c'est pas la même chose. D'ailleurs, on va voir le code Python, on va l'implémenter, d'accord? On va l'implémenter. Mais avant de l'implémenter, on va juste voir, on va calculer quel est le nombre moyen de fois que cette fonction va tourner. D'accord? Donc ici, c'est théorique. Théoriquement, c'est plus l'infini. On ne parle pas de nombre moyen ici. C'est juste le pire des cas. Mais si on voit le cas moyen, c'est-à-dire en moyenne, combien de fois cette fonction va tourner. D'accord? On va faire recours aux règles statistiques, d'accord, les probabilités. Ici, le temps de P, on a deux choses. Ou bien ça va être inférieur à P, la fonction aléatoire va générer un nombre inférieur à P avec une probabilité P. D'accord? Si c'est le cas,
il y a une opération plus l'appel à récursivité pour le même paramètre qui est P. Voilà. Donc ça, c'est générer un nombre inférieur à P avec une probabilité P. Et bien sûr, générer un nombre supérieur à P. On va juste faire le retour, une seule opération. Générer un nombre supérieur à P avec une probabilité 1 moins P. Donc ça, c'est le temps de calcul de la fonction géome qu'on a vu tout à l'heure. D'accord? Si on fait un petit calcul, on va mettre ce TP, on va le mettre de l'autre côté. Donc ça va être 1 moins P ici. D'accord? Donc c'est T fois 1 moins P, plus le P plus 1 moins P. Donc P plus 1 moins P, c'est 1. Et ici, donc, ça va donner le temps moyen, ça c'est le temps moyen. Le temps moyen de le nombre de réalisations de la fonction géome, c'est 1 sur 1 moins P. D'accord? On va voir le code Python. Voilà, la fonction géome, c'est ça. On va juste importer le package random. OK? Et ça, c'est le code de la fonction. C'est-à-dire, si c'est inférieur à P, on va retourner 1 plus la fonction récursive avec le même paramètre. Et sinon, on va retourner 1 et arrêter la récursivité. D'accord? Donc, ce que va retourner la fonction géome, c'est le nombre d'itérations pour une réalisation, pour un appel à la fonction. Ce travail-là, ce qu'on va faire, on va calculer combien de fois elle va faire les itérations, nombre d'itérations, pour chaque appel à la fonction géome. D'accord? Mais pour avoir une idée moyenne, ce qu'on va faire, on va faire cette fonction-là, cet appel-là, on va le faire k fois. Donc k ici, c'est 10. On va faire le travail k fois. D'accord? Et à chaque fois, on va calculer combien d'itérations on a eu besoin pour arrêter la récursivité. Donc, pour le premier exemple, on va prendre le P est égal à 0,8. D'accord? Et donc, la probabilité pour générer un nombre entre 0 et 0,8, c'est 0,8. D'accord? C'est ce qu'on va faire ici. Ce que vous voyez à droite, c'est le nombre. Donc, ça, c'est une capture écran de l'exécution. Ici, à droite, on va afficher les 10 réalisations. C'est-à-dire pour chaque réalisation. Pour la première, on a eu besoin de 5 itérations pour générer un nombre supérieur à 0,8. Pour la deuxième réalisation, on a eu besoin de 9 itérations pour générer un nombre supérieur à 0,8. Pour la troisième réalisation, on a eu besoin de 7 itérations pour générer un nombre aléatoire supérieur à 0,8, jusqu'à la dixième, où on a eu besoin, c'est au premier G, on a eu un nombre qui est supérieur à 0,8, aléatoire à 0,8. D'accord? Si on prend le nombre moyen de ces 10 réalisations, on va trouver 5,22. D'accord? Donc le nombre moyen, donc ici vous voyez, si vous voyez ici à l'écran, le bas de l'écran, le nombre moyen d'itérations pour générer un nombre supérieur à 0,8, c'est-à-dire le nombre de fois que la fonction random va tourner. En moyenne, c'est-à-dire on prend la somme de ces 10 réalisations, on divise par 10, ça va donner 5,22. D'accord? Rappelez-vous que ici, on a pris le P est égal à 0,2 et que là, ici, le nombre, c'est 5,22. Et la règle qu'on avait calculée, le temps moyen, si vous vous rappelez, c'est que 1 sur moins P. D'accord? Le P ici, c'est 0,8. 1 moins P, c'est 0,2. 1 divisé par 0,2, c'est 5. Donc, vraiment, on est proche de la loi moyenne. D'accord? C'est-à-dire l'évaluation, l'estimation moyenne. Donc, ça marche pour cet exemple-là. Deuxième exemple, on va juste changer le P, c'est-à-dire 0,9 et 0,95. Voilà, 0,95, d'accord? Et on fait la même chose. Combien de fois on a besoin d'itérations pour générer un nombre aléatoire supérieur à 0,95? Voilà, donc pour la première réalisation, on a eu besoin de 28 itérations, plus 18, plus 30, et ainsi de suite, jusqu'à dernière, donc 11, 38. Si on fait le calcul de ces 10 réalisations, on fait la somme de ces 10 réalisations, on divise par 10, ça va donner 10,89 en moyenne, 19,89 réalisations pour arrêter la fonction. Et si on fait le calcul de tout à l'heure, 1 divisé par 1 moins 0,95, c'est 1 divisé par 0,05. 1 divisé par 0,05, c'est 20. Donc, vous voyez très bien qu'on est très proche de 20, c'est-à-dire que la loi d'estimation du coût moyen de la fonction, elle marche très bien pour ce cas aussi. Donc voilà, on peut compter sur le calcul moyen
si on peut le faire, bien sûr, c'est pour des cas qu'on peut faire. On peut faire, au lieu de faire toujours le pire des cas, on va faire le calcul de la complexité moyenne des algorithmes, lorsqu'on l'occasion peut le permettre. Voilà, donc on va faire la même chose pour le très rapide. On a vu que le meilleur des cas, c'était un grand taux de n log de n, et le pire des cas, c'était un grand taux de n carré. Maintenant, on va calculer le coût moyen. Donc, le coût moyen, c'est exactement la même chose que tout à l'heure, sauf que ici, la position finale du pivot, c'est une position i. Tout à l'heure, c'était n sur 2. Maintenant, c'est la position i. Donc, on va faire vraiment d'une manière moyenne. C'est-à-dire, supposons que la position finale du pivot après la partition, c'est la position i. Bien sûr, le coût de la partition, c'est toujours grand O de n, ou la θ de n, comme vous voulez. D'accord? Et si la position de le pivot, c'est grand O de i, une position i, le temps de calcul, c'est ce qui reste à gauche, c'est i-1 élément, donc c'est t de i-1. Ce qui reste à droite, c'est n-i élément, donc c'est t de n-i. Et bien sûr, le temps de positionner le pivot à sa place finale, qui est le i. Voilà, donc ça, c'est un tableau de n éléments, et la position pour qu'elle soit égale à i, c'est une propriété de 1 sur n, puisqu'il y a n éléments. D'accord? Donc ça, c'est pour positionner i. La complexité va être celle-ci, θ de n pour la partition, puis pour les autres parties du tableau, c'est t de n-i et t de i-1. Donc ça, c'est l'expression générale de la complexité avec une probabilité 1 sur n, puisque pour trouver la position i, la partition, il y a n éléments, donc puisque c'est équiprobable, la probabilité c'est 1 sur n. Donc voilà. Donc ça, c'est le cas général. Sinon, le i peut être 0, d'accord, peut être 1, peut être 2, et ainsi de suite, toutes les situations possibles. Donc, vous voyez très bien que c'est la même formule ici, 0, 1, 2 jusqu'à n-1. Donc ici, c'est dans l'ordre inverse, 0, 1, 2 jusqu'à n-1. Et bien sûr, pour chaque situation, c'est un θ de n. Et chaque situation, c'est une situation de probabilité 1 sur n. Voilà, donc l'expression de la complexité, c'est ça. On a n situations. Chacune, elle a une probabilité de 1 sur n, d'accord? Ou pour chaque probabilité, la probabilité, la position le pivot, c'est le i, donc c'est ti-1 plus tn-i. Et ici, c'est le coût de la partition, d'accord? Si on développe ce calcul-là, donc ici, on va juste faire un changement de variable, c'est exactement la même chose, d'accord? Ici, c'est ascendant, ici, c'est descendant, donc c'est 2 fois la même chose, donc ça va être 2 sur n. Et ici, c'est Cn, n fois, donc c'est n carré divisé par n, ça va être Cn à la fin. D'accord? Voilà, ça c'est l'expression. Donc on prend ici, on va multiplier tout le monde par n, ça va donner cette expression-là, l'expression A. L'expression B, on va prendre l'expression A, on va l'appliquer pour le n-1 et pas pour le n. Ça va donner cette expression-là. On va faire A moins B et on va trouver en fin de compte cette expression qui est A moins B, qui va donner il va donner une expression le t de n, d'accord? Le t de n, c'est n plus 1 sur n, t de n-1, c'est une expression récursive, plus 2c, d'accord? Voilà. Donc ça, c'est pour l'estimation du t de n. On va faire la même chose, d'accord, pour le t de n-1, donc n plus 1 sur n fois n sur n-1, ainsi de suite, si vous refaites le calcul. D'ailleurs, je vais vous laisser le PDF dans le lien de la description de la vidéo. N plus 1 sur n-1 fois tn2, et ainsi de suite. Donc ici, ce qui va changer, ici c'est n, c'est n-1, après c'est n plus 1 sur n-2, et le cas général, c'est n moins j plus 1. D'accord? Donc ici, n-3, n-2, n-2, n-1. Donc ici, n-j, ça va être n moins j plus 1. D'accord? Ça, c'est le cas général jusqu'à ce qu'on atteigne le n. D'accord? Donc le j est égal à n. Donc ici, c'est t de 0. D'accord? Et ici, on va remplacer le j par n. Ça va donner cette expression-là. D'accord? Sachant que le t de 0 est 0. Voilà, on continue le calcul. C'est juste, on va développer cette expression-là. Ça va donner 2c fois n plus 1. Pour cette expression, c'est un logarithme, d'accord? Et en fin de compte, on va trouver que cette expression-là, c'est une expression logarithmique, c'est θ de log. Et
en fin de compte, on va trouver que l'expression finale du calcul, c'est une expression θ de n log de n, là, si vous voulez, grand O de n log de n. Et voilà, ça c'est la complexité moyenne du tri rapide. Voilà, c'était les notions de tri rapide et la complexité moyenne qui a permis à améliorer la fonction de tri. Et j'espère vous voir pour la vidéo prochaine, Inch'Allah.